Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Bon, ben, voilà, donc... Même de discussion, pas de questions. Si vous avez des objections, c'est toujours bien. à vos réflexions et à plus tard, peut-être. Eh bien, merci. Donc, déjà, à toi, Pierre-Alain, de l'invitation et à tout le monde d'être venu. J'ai failli même amener Clara, qui en ce moment nous représente dans ce mouvement. En fait, nous sommes, quand il y a eu les premiers mouvements Gilets jaunes, on a été un peu actifs sur cette question et on a sorti ce livre pour expliquer un peu le RIC, surtout sur le moment en réaction aux choses qui se disaient sur le RIC dans les médias qui étaient absolument surprenantes, presque souvent le contraire de ce qui est vrai. Donc on a fait ça pour informer, on a fait plusieurs conférences en France, on s'est lié à des mouvements qui défendaient la démocratie directe, donc le RIC c'est quasiment synonyme. Et donc on a été contacté par ces mouvements qui entre-temps sont sortis un peu des médias et de la rue, des manifestations, mais qui sont devenus, se sont organisés comme des associations, il y en a plusieurs. Vous connaissez, il y a le MCP, s'appelle, un mouvement constituant populaire. Il y a l'opération article 3, il y avait, qui est devenue opération RIC, culture RIC. Enfin, il y en a plusieurs comme ça qui se sont un peu structurés. Et qu'ils se sont dit, ben, il faudrait quand même aller porter le RIC à la présidentielle. Et donc, ils sont venus nous chercher avec Clara. Nous, on était entre-temps dans notre petit appartement et pour nous proposer de se lancer dans un mouvement pour la présidentielle pour porter le RIC. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui se réfléchit parce que ça prend du temps à partir sur ces choses-là. Et bon, j'ai tout de suite identifié Clara comme la présidente, la candidate idéale, ça marche très bien, je pense que c'était un excellent choix. Par contre, l'objectif initial était de mettre la lumière là-dessus pour arriver à confluer, entrer dans un mouvement plus large qui puisse porter ce message, et on ne l'a toujours pas trouvé. Entre-temps, on a des gens qui sont rentrés chez nous, et donc malgré nous, on s'est retrouvés dans cette espèce d'activité permanente, frénétique, de devoir trouver des parrainages, parler avec différents médias, des choses comme ça. Bon, donc notre mouvement s'appelle Espoir RIC d'ailleurs. Tous les maires savoyards parrainés sont bienvenus, sachant que les maires, généralement, dans les médias, on apprend que les non-maires, c'est-à-dire les non-élus, nous, on ne vote pas assez, non? On n'était que 33% à voter au régional. Mais les maires, c'est encore pire, ils sont 25% à parrainer un candidat. Tous les autres s'abstiennent. Donc, nous, on essaie de les culpabiliser en disant, c'est pas cette abstention massive, un peu de sens civique, parrainer, au moins qui vous voulez, pas forcément nous, mais parrainer quelqu'un. Donc je pense qu'il faut quand même mettre la pression parce que les changements, je pense, passent par les maires aujourd'hui. Puisque il y a 45 000 élus et 36 000 c'est des maires. Il faut 500 signatures pour avoir une candidature à la présidentielle. Et en France, comme vous le savez, hélas, d'ailleurs, on voudrait un peu changer ça. Le président décide de tout en ce moment. Donc, ça veut dire que c'est 100 maires, c'est les maires qui peuvent faire le changement. En ce moment, il y a un groupe qui se crée qui s'appelle les maires résistants. Vous avez peut-être entendu, avec qui on est en contact étroit, et puis nous, on est très contents qu'ils existent. On ne sait pas encore où ça va aller, mais en tout cas, l'autre jour, ils sont venus et ont dit on voulait proposer à Clara la vice-présidence. On a dit mais la vice-présidence, on s'en fout en fait, il suffit un président, peu importe qui c'est, non? Mais en tout cas, voilà, c'était sympathique de leur part.
Et on a dit, donc, du coup, c'est qui le président? On ne sait pas encore. Donc, on a une vice-présidente. Alors, donc, je voulais vous parler plus du RIC et donc ce qu'on porte. Et je l'ai intitulé le RIC en projet de société parce qu'effectivement, on entend beaucoup le RIC, c'est souvent présenté comme un outil, moyen de gouvernance, mais en fait c'est plus que ça. C'est quelque chose qui, au départ, on était parti avec seulement cette revendication, qui semblait une seule mesure, mais je vais essayer de montrer à quel point ça c'est une des solutions, puis c'est quelque chose à lui seul qui peut changer beaucoup plus que des programmes à rallonge qu'on est habitué à entendre. Donc, pour commencer, je me suis dit, bon, c'est risqué, hein, mais je me suis dit, partons avec des citations. Parce que... Les citations, ils partent pas. Ah, voilà. Parce que, en fait, ce qui est frappant, alors moi, au départ, je venais d'Italie, non? Je suis arrivé en France, j'avais 18 ans, et quand on étudie ce qu'ils disent les Français, tu dis, mais c'est un pays de rêve. Ça dépend des Français. Ben voilà, on étudie. Renan, par exemple, lui, il disait ça, non? Il a inventé la conception française de la nation, comme un plébiscite de tous les jours. Ça, quand on passe un concours administratif en France, on est obligé de lire ce texte. C'est la voix de la France. La voix de la France qui dit, vous voyez, une nation n'a pas plus qu'un roi le droit de dire à une province, tu m'appartiens, je te prends. Une province, pour nous, ce sont ses habitants. Si quelqu'un en cette affaire a le droit d'être consulté, c'est l'habitant, dit Renan. Une nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est en définitive le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir. Alors, on lit ça c'est appris dans les concours publics, on se dit, mais la France c'est génial, puis ça c'est pas vrai en fait. Pourtant, c'était pas mal comme idée. Aussi, on a Condorcet qui lui a inventé le RIC pendant la Révolution française. Il a inventé une manière de faire en sorte que les décisions les plus importantes qui soient prises en France, elles soient prises directement par l'ensemble des citoyens. Et il est même arrivé à la mettre dans la Constitution de l'an 1. Paf, on a les inventeurs du RIC. Et en fait, on est un des pays qui ne l'a toujours pas, alors que plein d'autres l'ont. Parce que cette Constitution de l'an 1, elle allait être mise en place, et puis il y a eu la terreur, la guerre. On la met en place après la terreur, puis est arrivé Napoléon, essayait, si on fait une constitution, il n'y avait plus, et voilà, et on l'a dans les textes. Donc voilà, quand on lit, on est hyper content, c'est vraiment, on a tout inventé ici. Et les autres le mettent en place. Alors, l'idée c'est de dire à quoi ça correspond, ça. C'est quoi la société, l'idéal de société qui est derrière cet instrument simple qui est le RIC. Et donc, je vous ai mis quelques pistes comme ça. Le projet de société. Premier élément, le représentant politique n'est pas un chef qui prend les décisions à la place des citoyens. Pas ça. Le représentant politique est un agent de l'État chargé de proposer des réformes sur lesquelles les citoyens ont toujours le dernier mot. C'est mieux, non? Ouais. Quelqu'un qui est un autre service, qui a le droit de proposer, parce que c'est quelqu'un qu'on a choisi, qui est compétent, et nous on dit oui ou non par rapport à ce qu'il propose. Ce qui veut dire que, au demeurant, c'est pas mal, parce que même s'il est compétent, sachant qu'on peut dire non, il va quand même se méfier, non? Il va proposer des choses qui peut-être ne sont pas sûrs qu'on va détester. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça. Ça, c'est un premier aspect. Aussi, quand on voit les agents de l'État, qui peuvent être bien sûr élus ou pas, peuvent être fonctionnaires dans l'administration, fonctionnaires de police, ben, c'est des gens, très bien, qui n'aient pas à craindre leur gouvernement ou leur supérieur, par contre, et à craindre
des citoyens qui bénéficient du service. On va voir un policier, un administrateur, ils disent ah, ouais, c'est très bien que oui, il faut être gentil parce qu'autrement, quelque chose pourrait se passer. C'est ça, c'est l'idéal dans lequel on voudrait vivre. Et aussi, il y a un corollaire, l'idée de dire, quand même, dans un citoyen en démocratie, il ne va pas baisser la tête, dire merci, c'est l'autre qui dit merci. Non, un citoyen doit regarder chaque fonctionnaire, agent d'État, comme un employeur regarde son employé. Bon, si ça vous parle, ça, si vous dites, bah oui, ça serait bien de vivre dans un monde comme ça nous change, eh bien, c'est très simple. La question suivante est, est-ce que c'est un idéal inatteignable ou c'est quelque chose de très simple qu'on pourrait techniquement avoir demain? Et la réponse, heureusement, est, c'est quelque chose de très simple qu'on peut avoir demain. Il existe déjà d'ailleurs, alors vous connaissez, hein, en Suisse voisine, je fais un petit topo court, mais quand on dit les représentants, c'est des gens qui proposent. Ils ne décident pas, ils proposent. Ben, ça n'a pas l'air comme ça, mais en Suisse c'est comme ça. Parce que aucune loi ne peut rentrer en vigueur sans une validation citoyenne. Ça veut dire que quand le Parlement suisse fait une loi, en fait, cette loi rentre en vigueur au bout de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que pendant ces 3 mois, les citoyens peuvent récolter 50 000 signatures pour dire non à cette loi. Et s'ils récoltent 50 000 signatures, il y a un référendum qui s'appelle facultatif et qui va dire non merci, on n'en veut pas. Donc ça, c'est pas mal. Le dernier mot est des citoyens. Alors évidemment, quand la loi passe et on ne récolte pas les signatures, bon ben, elle passe. Mais ça veut dire qu'on n'a pas eu d'opposition. 50 000, attention, c'est 1% de la population. Hein. Ouais. Donc ça veut dire 1% de la population s'oppose à une loi. Et je suis très content de vous présenter Denis, qui fait partie de notre mouvement et qui est l'un des 3 coordinateurs de l'équipe des parrainages. Donc il a tous les fichiers avec nos parrainages. Donc tout à l'heure, il peut venir en dire un mot. Et qui habite à Thonon aussi. Donc c'est un compatriote. Ok, donc la loi, quand on dit la petite différence, c'est que le Parlement français, quand il décide une loi, il la décide. Le Parlement suisse, quand il décide une loi, il la propose. Quand il s'agit de toucher la Constitution, en Suisse, il n'y a même pas besoin de 50 000 signatures. On dort. On ne change pas la Constitution sans voter. Et ça, c'est quelque chose qu'ils appellent le référendum obligatoire. Une Constitution, c'est quelque chose d'important. Donc, si on prend une décision là-dessus, on est obligé de voter. La Suisse n'est pas la seule. Il y a par exemple l'Irlande ou le Danemark en Europe qui ne peuvent pas valider un changement constitutionnel sans référendum. Et ça, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, parce que nous, par exemple, on peut la valider par référendum, un changement constitutionnel, mais aussi on peut éviter le référendum. Donc, tout le monde a le souvenir de 2005. Si nous, on dit non, c'est pas grave, il y a le Parlement qui va dire oui. Alors que les Irlandais ou les Danois qui sont en Europe